Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi soir sur Radio J. On est heureux de vous retrouver, vous pouvez nous suivre sur radioj.fr et Radio Player France. Benjamin Krief, Maître Krief, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, un mot pour résumer la soirée d'hier soir. Soirée de Ligue 1 bien sûr. Logique. Je salue également Jérémy Guez. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Steve. C'est ta première dans Classico, bienvenue à toi. Merci. Tu es responsable Data Lab à la BNP, ça va peut-être nous servir tout à l'heure, tu verras. Ça peut. Jérémy, un chiffre pour résumer la saison de Ligue 1 cette fois. Ah ouais, il est dur celui-là. Oh, il est dur. Allez, je dirais 21, le nombre de matchs de Verratti, un truc dans ce genre. Je crois que c'est aussi le nombre de clean sheet de Mike Maignan. Et puis pour compléter notre carré magique du soir, une voix et un visage familier pour tous ceux et toutes celles qui sont nés au football avec Canal+. C'est le pape de la data, l'homme palette, la figure qui combine tactique et numérique. Bonsoir Philippe Doucet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue. Avec plaisir. Dans Classico, on est très heureux de vous recevoir. Philippe Doucet, un chiffre pour résumer la saison de Kylian Mbappé. 27, si je me trompe pas. Ouais. C'est ça. Je crois, hein, parce 27. que je ne suis absolument plus les chiffres. Ça ne m'intéresse plus du tout. Ça tombe mal. Depuis que j'ai enfanté des monstres qui expliquent le foot avec les chiffres, je me suis dit que j'avais fait une grosse erreur. Jérémy, tu peux partir. Non, mais il faut un petit peu de feeling pour s'occuper des chiffres. Comme le général de Gaulle l'avait dit d'ailleurs, rappelez-vous. Chers auditeurs, cette émission est également à suivre en vidéo sur la page YouTube de Radio J. On compte sur vous pour liker, commenter, partager la vidéo et en parler autour de vous. Classico épisode 31. Ça tombe bien, les Lillois ont sorti le costard pour fêter leur titre. Bourak Yilmaz qui chante aux côtés des supporters lillois hier soir après le match. La victoire contre Angers, une victoire qui offre le titre à l'équipe de Christophe Galtier, 4e titre de champion pour le LOSC. Au vu de la saison, messieurs, peut-on dire que la logique sportive a été respectée? Philippe Doucet. Complètement, ça a été la meilleure équipe de la saison, de bout en bout quasiment, puisqu'ils ont été dans le coup pratiquement tout le temps, tout au long de cette saison, et ça a été tant du point de vue collectif, de l'équilibre, du potentiel offensif, tout en ayant la meilleure défense, et en n'ayant jamais de trous. Violent en tout cas, ils ont fait quelques mauvais résultats de temps à autre. C'est à la 5e place. Hein. Et de temps à autre, il y a des petites défaites contre Nîmes, Angers, Brest qui faisaient un peu mauvais, mais il n'y a jamais eu la deuxième. Il n'y a jamais eu une mauvaise série. Ils sont toujours, même dans les périodes où ils ne jouaient pas bien, ils arrivaient à gagner 1-0. C'est ce qui fait un vrai beau champion. C'est pas l'OM de Villas-Boas. Benjamin ? C'est toi qui l'as dit. Oui, il y a une logique qui a été respectée, une logique depuis plusieurs années aussi. C'est un club dont on peut saluer la direction sportive. On en reparlera peut-être plus en détail, mais effectivement, ils ont su à un moment se renouveler, recruter, aller chercher des joueurs ailleurs, et en France aussi, et construire un effectif qui est très cohérent. Et donc voilà, ils arrivent à construire quelque chose depuis plusieurs années. Maintenant, ça aussi, on en parlera. Attendons de voir ce qui va se passer l'année prochaine, comment ils vont gérer, garder leurs joueurs, recruter la Ligue des Champions. C'est très important aussi, ils sont champions de France et bravo à eux, ils le méritent. Mais maintenant, quelle va être leur ambition l'année prochaine? Exister en Ligue des Champions, déjà garder tes joueurs pour encore exister en Ligue 1. Ça, je pense que c'est aussi des choses qu'il faut... Ce sera aujourd'hui, on fête le titre. Et ne pas faire comme l'OM de Villas-Boas à nouveau. Exactement. Jérémy ? C'est vrai que dans le contenu de l'effectif, on va dire quand même, il y avait des plus gros clubs que Lille. Je pense à Paris, à Lyon, qui ont quand même un effectif... peut-être de meilleure qualité. Monaco. Ouais, Monaco peut-être un peu en dessous, mais après c'est vrai dans le contenu des matchs, il n'y a rien à dire, c'est un très beau champion avec un super coach qui a fait je pense un bon travail dans la continuité. Et puis ce qui était intéressant avec Lille, c'est que à chaque fois il y avait un joueur qui ressortait, qui retirait un peu l'effectif. Voilà, il y a eu la période Arrojo, il y a eu la période Yilmaz, il y a eu la période David, il y a Ziche. En fait, chacun a pris un peu le relais. Maignan, enfin voilà. Je crois qu'il y avait vraiment un fil rouge avec des joueurs qui portaient l'équipe à chaque fois, qui portaient l'effectif, et voilà, ça fait un très beau champion. Ça fait plaisir de voir un beau champion. Est-ce que c'est un titre comparable à ceux de Montpellier en 2012 ou à celui de Monaco en 2017? Les deux dernières équipes qui ont empêché Paris d'être champion. Avec Monaco, je pense qu'il y a un lien déjà parce qu'ils avaient le génie Campos qui était là au même moment, enfin un petit peu avant en tout cas, mais enfin en tout cas il était proche de ces deux titres.
Montpellier, c'est un peu différent. C'était une vraie surprise, Montpellier. Et encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que Lille, c'est pas une surprise. C'est une surprise. La surprise, c'est surtout que Paris n'était pas au niveau auquel on pouvait penser ou espérer. C'est selon. Mais Lille, non. Lille, en soi, c'est pas une surprise. C'est parce qu'encore une fois, ils se sont construits depuis plusieurs années. Mais est-ce que c'est ça, finalement, le fil rouge entre ces 3 saisons? C'est justement parce que Paris n'a pas été assez fort que ces 3 équipes ont pu être sacrées? Ça, c'est une évidence, puisqu'on est dans un football aujourd'hui de monstres. On a créé des tels monstres qui sont champions tous les ans avec 90, 95, 100 points, chose qui n'existait absolument pas il y a 20 ans. Et on a créé de tels monstres qu'aujourd'hui, s'ils sont en rendez-vous, c'est matériellement totalement impossible pour une autre équipe d'être championne. Alors oui, ici, en Espagne, il y en a 2. Il y a 2 monstres, donc ça peut être l'un ou l'autre, d'accord. Mais en dehors de ces pays-là et de l'Angleterre, partout ailleurs, il n'y a aucune chance que le champion soit un autre que celui qui l'emporte, parce qu'il fait 95 points d'habitude. Donc il faut une défaillance, ou des défaillances, ou des moments creux. Voilà, le PSG a eu un petit peu tout ça dans une année Covid. Faut jamais, parce que tout le monde a déjà oublié tout ça, hein, mais que c'est une année foot Covid. Ce qui veut dire qu'on a eu des trous que partout, dans tous les pays, il n'y a pas un seul club qui a échappé au trou d'air à un moment. Surtout pour les clubs qui ont participé au Final 8. Surtout ceux qui ont fait le Final 8, mais même le Bayern, qui a été sans doute, malgré tout, à l'arrivée le plus constant, il a eu des trous aussi. Même le Bayern a eu des trous. C'est dire que cette année, elle était quand même très, très spéciale. Pas de préparation, enfin bon. Si on prend d'ailleurs le championnat d'Europe, on a l'Espagne, on a l'Italie, on a la France qui n'ont pas été gagnés par un des monstres. Donc on a l'Atlético Madrid, on a l'Inter à la place de la Juve et on a Lille. Donc ça montre vraiment qu'il y a un vrai impact du Covid, que ce soit le Final 8. Je pense aussi même vous ajoutez le Sporting au Portugal. Oui, et vous avez déjà, parmi les 6 plus grands championnats, il y a 5 champions renouvelés sur 6. Les parieurs ont dû gagner gros cette saison. Les parieurs ont dû gagner gros. S'ils ont joué, oui. S'ils ont bien joué, oui. Quelles ont été les principales forces de ce LOSC? Est-ce que c'est sa solidité défensive? Est-ce que c'est sa profondeur de banc? Est-ce que c'est son élimination prématurée en Ligue Europa? Tout ça en même temps? Ça, l'Europe, on ne peut pas leur reprocher parce qu'ils ont été en 16e. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais à l'échelle française, dans une année européenne la pire qu'on ait vue depuis je ne sais combien d'années. Vous voulez qu'on reparle de l'OM de Villas-Boas? Non, nullement. Je n'en ai pas envie. Non, mais ça a été une année catastrophique pour la France. Donc finalement, Lille, en étant en 16e de finale de l'Europa League, était quand même le 2e représentant français. Après le PSG, c'était le désert total. C'est le seul club qui a passé les poules. Donc on peut pas dire... Avec un énorme match contre Milan. On peut pas dire qu'ils aient balancé les poules pour l'Europa League pour mieux réussir en championnat. Non, ils ont joué les deux. Sérieusement, moi j'ai suivi leur parcours, Milan, Ajax, tout ça, j'y étais. Et c'est une équipe qui a joué toujours le jeu pour essayer de faire une performance en Coupe d'Europe. Donc ça déjà, c'est une piste qu'on peut enlever. D'autre part, c'est une piste qu'on peut enlever tous les ans. Parce que, expliquez-moi, à part l'Inter, conjoncturellement, qui a été nul en Coupe d'Europe, mais en général, ce sont quand même les équipes qui s'expriment bien en championnat qui vont loin en Coupe d'Europe. Hein. Je vois rarement des équipes... et inversement, je veux dire, c'est pas parce qu'on fait une bonne carrière en Coupe d'Europe qu'on est incapable d'être champion. Tous les ans, les exemples sont contradictoires. Ça ne peut pas être une excuse, par exemple, pour le Paris Saint-Germain. Ça ne peut pas être une excuse pour le Paris Saint-Germain. Ce qui est plus une excuse valable, c'est que cette année Covid a fait que le calendrier a fait que dans pas mal de pays, un peu moins en France, mais dans pratiquement tous les pays, les équipes ont joué tous les 3 jours. Donc évidemment, c'était un tel délire que forcément, il y a eu des trous. Et ça, le PSG, ça peut évoquer ça comme excuse, oui. Notamment au début de saison. Toutes les défaites de début de saison, oui, elles ont compté, bien sûr. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que vient de dire Philippe. Finalement, le PSG, on peut pas dire que c'est là ce dernier parcours en Ligue des Champions qui a pesé. Le titre, ils l'ont pas perdu là. Ils l'ont perdu au début de la saison. Ils jouaient la Ligue des Champions. Lille jouait aussi l'UEFA à ce moment-là. Donc c'est pas là que ça s'est joué. Mais je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure et ce que vous disiez aussi, Philippe. C'est quoi l'ambition de Lille l'année prochaine en Ligue des Champions? C'est important parce que tu parlais de Marseille. Excuse-moi, mais c'est totalement contradictoire avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous dites c'était une construction. Lille, c'est une construction. Alors non, c'est pas contradictoire. Il y a une direction sportive. Alors c'est pas contradictoire. C'est totalement contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Non, pas du tout. Alors je vais m'expliquer. Alors Philippe, parce que s'il y avait un projet sportif, s'il y avait une construction de club, d'équipe et autres, et ben vous poseriez pas la question parce que vous sauriez déjà, ok, ils vont vendre 2-3 joueurs, mais ils vont. Non, mais Philippe, il y a peut-être plus Gérard Lopez
Lopez et Luis Campos. Il y a plus Galtier, plus l'entraîneur. Philippe et plus d'entraîneur. Non mais Philippe, il y a construire. Enfin, à mon avis, Lille déjà en Ligue 1, parce qu'à un moment c'était leur question de l'existence en Ligue 1 quand même. Quand Bielsa s'en va, ils sont aux portes de la relégation. Ils ont reconstruit un club en Ligue 1. C'est les génies dont vous parlez. C'est pour être champion en Ligue 1. Lopez Campos qui était au bord de la relégation. C'est vrai. C'est les génies dont vous parlez là. Donc pour l'instant, j'en parle pour atteindre le titre de champion. Les génies à moins 200 millions. C'est un détail. C'est un détail, on est d'accord. Ce n'est que plus. La dette est supérieure. 8 minutes d'émission, Philippe Doucet. Non, mais j'aime bien, il n'y a pas de... Non, mais moi j'aime bien la construction. Non, mais ça m'intéresse, la construction. Mais je vais y venir. Donc construction, ils ont réussi à reconstruire un club pour être compétitif en Ligue 1. Ça, on ne peut pas leur enlever, ils ont gagné le championnat. Maintenant, est-ce qu'ils ont réussi ou est-ce qu'ils vont réussir à construire un club pour être compétitif en Ligue des Champions? À mon avis, c'est là où la question se pose vraiment. Parce que là, ils ont des joueurs aujourd'hui qui peut-être pourraient faire un parcours qu'on pourrait dire, je sais pas, moyen en Ligue des Champions. Ils vont en perdre beaucoup, ils ont plus de coach. Est-ce qu'ils vont réussir non seulement à reconstruire une équipe, un effectif pour être au combat en Ligue 1. En Ligue 1 déjà. Non mais c'est ça, au combat en Ligue 1 et ensuite en Ligue des Champions. À mon avis, il y a un vrai sujet. Et tu parlais de nos amis marseillais et de Villas-Boas. Ça a été un cataclysme Mais Lille a fait le même parcours que l'OM de Villas-Boas un an avant. C'est tout à fait vrai. Mais du coup, l'année prochaine, ça va donner quoi Lille, selon vous, en Ligue des Champions? C'est une vraie question, mais c'est pas un problème par rapport à une construction. Parce qu'il n'y a jamais eu de construction de club avec Lopez et Campos. Il n'y avait pas un modèle il y a un modèle économique, il y a un modèle business pour eux, pas pour le club, pour eux. Donc ils se sont servis et ils ont vidé le club. Mais alors, qui a la chance d'avoir un fonds qui l'a repris, parce que sinon c'était le dépôt de bilan. Peut-être que Lille n'aurait pas fini la saison. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelles sont ses intentions maintenant à ce fonds, Merlin, c'est ça, hein? On va supposer qu'ils vont travailler un peu dans la lignée de ce qu'a fait le Milan AC. Le Milan AC, à un moment, a été en échec avec les fonds Elliott, etc. Ils ont été en échec sportif. Et financièrement, ça ne collait pas non plus. Mais bon, ils avaient les moyens de suivre. Donc l'essentiel était assuré malgré tout. Et puis, ils ont fait quoi? Ils ont rajeuni complètement l'équipe, à la manière de ce que Lille a en partie fait ces dernières années. Ils ont rajeuni l'équipe, donc elle coûte un peu moins cher. Donc ils ont remonté, et puis petit à petit, ils ont remonté de là où ils étaient descendus, c'est-à-dire très très bas. Le Milan AC n'apparaissait même plus en Coupe d'Europe, il ne se qualifiait même plus en Europa League. Donc ça, c'est bien. Après, le problème, c'est la durabilité du projet. On ne peut pas continuer à faire des politiques comme celle de Campos. Il est qualifié de génie en France, je trouve ça fantastique. Dans tous les clubs où il arrive, il prend 15 joueurs par an. Moi, peut-être que je serais un très bon recruteur si j'ai le droit de prendre 15 joueurs par an, entre 5 et 15 millions. Hein. Peut-être que je serais un génie aussi. Hein. Sûrement moins que Campos, c'est son métier. Gardons-lui, bien sûr, cet avantage. Et puis, il a eu des très belles réussites, etc. Donc on va. Mais évidemment, si vous mettez les clubs sur la paille, quelle est la... C'est Campos, c'est Luis Campos qui a mis Monaco bien sûr. Ou Lille sur la paille. Mais Monaco s'est retrouvé avec 87 joueurs. Qu'est-ce que vous faites avec 87 joueurs? 87 joueurs. Et les recruteurs de Monaco, quand ils faisaient le bilan à la fin de l'année, ils parlaient des joueurs et ils disaient: ah mais celui-là, non, celui-là on l'a pas observé, tiens, on l'avait pas vu qu'il était dans l'équipe. On en était là. C'est un vaste système génial qui médiatiquement passe de façon absolument géniale, mais ce serait dommage de parler de Lille uniquement sous cet aspect-là, parce qu'à côté de ça, il y a une équipe qui a fait un super boulot, un Christophe Galtier qui a fait un super boulot, donc ce serait dommage d'omettre trop vite. Je trouve que le lendemain du titre, ce serait dommage de parler que de ça. Mais il faut quand même se poser la question il faut dire les choses quand même. Lille a été champion cette année avec une équipe qu'ils n'avaient absolument pas les moyens de se payer. Et c'est parce qu'ils n'ont pas pu vendre un certain nombre de joueurs qu'ils avaient une équipe formidable cette année, hyper complète. Offensivement, c'est fantastique. Non mais offensivement, c'était génial. Mais parce qu'ils n'avaient pas pu vendre Iconé, ils n'avaient pas pu vendre Bamba, ils n'avaient pas pu vendre X joueurs. Grâce à ça, finalement, il faut dire les choses aussi, leur parcours a aussi été réalisé en partie grâce à ces artifices. Mais c'est des artifices aussi Covid, parce que du coup, la DNCG laisse passer un certain nombre de choses. Bon, bref, c'est comme ça. C'est la période qui veut ça. Et puis, il ne faut pas s'appesantir là-dessus exagérément. Mais c'est quand même une réalité. Jérémy, est-ce que tu te sens de réhabiliter Luis Campos après ce plaidoyer
C'est vrai que l'ardoise qu'il laisse à chaque passage, elle est quand même colossale. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Après, les premiers signaux, alors, ils viennent de... Mais on le présente partout comme un génie, hein, et on l'a fait un parce petit peu tout à l'heure. Ils peuvent trouver des pépites comme Osimhen, ils trouvent des pépites. Apparemment, c'est pas lui, c'est ce qu'on lisait dans l'équipe ce matin, apparemment, c'est pas lui, Osimhen. Mais bon, il y a Yilmaz, Renato Sanchez, Bamba, José Fonseca. Mais c'est normal, à partir du moment où, comme on dit, je sais plus, quand il y a Thierry Henry qui arrive à Monaco, ils prennent 15 joueurs au mercato, il y en a peut-être un, bon, il fait quand même de la data, donc la data, voilà, il y a quand même, il y a quand même à la base quelque chose, on se dit, il y a peut-être quelque chose, voilà, et sur 15 recrues, il y a une pépite. On se souvient souvent de la pépite, on se souvient pas des 14 ratés. Non, mais reconnaissons lui qu'il y a plus que ça. Il a fait des très très bons coups, sa piste turque, elle est bonne. Bon, c'est plus facile pour lui que pour d'autres parce que c'est Georges Mendes. Faut pas se raconter d'histoire. Campos, c'est Georges Mendes. C'est la famille. Donc évidemment, avec ces réseaux-là, c'est beaucoup plus facile. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de recrues de qualité. Ouais. Il y a eu pas mal d'échecs dont vous connaissez même pas les noms. Ils sont à Moucron, ils sont à machin. Ils ont connu. Mais ils ont coûté 5-6 millions et quelques. Mais il a un réseau, il va pas. Quand on dit quand on dit mais pourquoi Angers fait pas ça? Pourquoi? Non mais vous rigolez ou quoi? Est-ce que c'est pas être rentabilisé? C'est pas vont pas être rentabilisé par les ventes de Renato Sanchez ou de Osimhen? Bien sûr que non. Si vous vendez Osimhen 80-85 millions... Est-ce que vous savez combien il est resté dans les caisses de Lille? Non. Interrogez-vous là-dessus et vous verrez le système Campos et vous verrez si c'est si génial que ça et vous verrez si ça rapporte de l'argent au club. Qu'est-ce que ça représente pour le club Je ne vais pas dire les chiffres parce que je ne les connais pas tout à fait exactement. Mais sachez que d'abord, il n'a jamais été vendu 80 millions. C'est de l'artifice. C'est totalement faux. Le chiffre est faux lui-même. Et qu'avec tout ce qu'il faut retirer, y compris la part que prennent les dirigeants de l'époque de Lille, il ne reste pas grand-chose dans les caisses du club. Donc c'est un système, si vous voulez, qui peut générer des performances sportives, mais qui mettent le club sur la paille. Donc on peut pas cautionner, à mon goût, on ne peut pas cautionner ce genre de système, et je suis heureux que Lille ne soit plus aux mains de ces gens-là, et ne croyez surtout pas que le départ de Campos soit un handicap. C'est salvateur, parce que sinon il n'y aurait plus de LOSC. Là, les premiers éléments, c'est quand même Mike Maignan qui annonce au Milan AC le départ de Bamba. À quoi elle va ressembler cette équipe finalement si ses principaux joueurs vont partir et que leur coach, qui a quand même joué un rôle extrêmement important ces 3 dernières saisons, est également annoncé sur le départ? Ça va devenir une équipe qui pourrait viser la 4e ou 5e place peut-être au titre. Non mais c'est là où le débat qu'on a est intéressant, mais en tout cas, effectivement, j'ai pas les données financières dans le détail, mais en tout cas, aujourd'hui, franchement, sans avoir les réseaux de Campos, je sais pas comment ils vont réussir à reconstruire. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on voit des clubs en France. Vous compariez à Angers, c'est vrai que c'est compliqué de comparer à Angers. Si on compare à un club comme l'Olympique de Marseille, je trouve que moi, c'est le contre-exemple parfait. Alors, l'aspect économique peut-être, il est évidemment très important. À Marseille, il n'y a pas de doute que Lille a mieux travaillé que Marseille. Voilà, il y a aussi les idées, quoi. Il y a aussi les idées. On a l'impression que Marseille a aussi perdu beaucoup d'argent et sans résultat sportif et sans idées. La pépite, au moins ils l'ont même pas eu. Donc, elle est peut-être maintenant. Milic, c'est pas une pépite, mais peut-être que lui, c'est le dernier bon recrutement. Peu importe. Marseille, on y viendra peut-être. Mais c'est vrai que je trouve qu'en France, on a quand même des contre-exemples qui sont assez criants. Donc Campos, effectivement, il y a peut-être tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, tu disais à quoi va ressembler cette équipe demain. J'avoue qu'il va falloir reconstruire à toutes les lignes. Donc c'est un vrai chantier, et sur le banc déjà. Donc tu commences ta saison en Ligue des Champions avec la pression du titre, sans coach, sans gardien. Attends, pour l'instant ils sont tous là. Alors justement, on va écouter. Attendez, parce que Galtier il n'a pas parti. Et on va écouter Christophe Galtier, c'était juste après le match. Le mercato, il n'est pas encore lancé, et vous allez voir qu'il ne va pas être si vivace que ça. Christophe Galtier hier soir. Au bord du terrain, l'histoire d'un match, ça peut basculer sur des erreurs techniques. Mais je crois aussi qu'on a beaucoup appris de notre match face à Saint-Etienne, où nous avons été présents que 35 minutes. Là, on n'a pas été dans l'émotion, on est resté concentré, les joueurs sont restés très concentrés et efficaces, comme ils l'ont souvent été cette année. Philippe, vous savez pourquoi il faut être prudent avec ce mercato qu'on annonce intense, notamment à Lille? La crise économique, tout simplement, qui a largement touché beaucoup de secteurs, mais notamment le foot, qui a été privé de ressources. Alors en France, n'en parlons pas, puisqu'on a eu en plus le problème de droit télé. Mais rien que le Covid, l'arrêt de la saison précédente, la saison du 19-20, l'arrêt à la 28e journée, plus le Covid, plus des stades vides toute l'année, plus le problème des droits télé, les possibilités financières sont assez limitées, et c'est vrai un peu partout. J'ai regardé les chiffres de l'Angleterre. Il y a aussi d'ailleurs le Brexit qui va jouer un rôle sur les transferts, les départs de France. Oui, alors... Il
faut le modérer dans le sens où les bons joueurs continueront à partir. Ce qui sera, pour l'Angleterre, je parlais, puisque c'était un peu le nirvana de toutes ces dernières saisons pour un club français, c'était de vendre un joueur en Angleterre. Et là, malheureusement, effectivement, pour un certain nombre de clubs, ça va beaucoup baisser parce que le joueur un peu moyen, qui a des critères notamment de sélection en équipe nationale, qu'on tentait à 10 millions ou autre, qu'un club anglais pouvait tenter à 10, 15 millions, alors que il aurait été vendu en France, il aurait été vendu 2 ou 3 fois moins. Malheureusement, ce joueur-là ne va plus trouver le chemin de l'Angleterre. Donc un Zambou en dit ça à 30 millions, c'est pas possible. Fini, ouais. Ouais, il est sur le marché d'ailleurs, Zambou. Fulham libère tous les. Par exemple, après vous avez toujours la chance éventuelle qu'il y ait un recruteur fantaisiste qui fasse des opérations de ce genre-là, mais il y a des chances qu'on continue à vendre les joueurs de 18-19 ans, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la France, mais malheureusement c'est comme ça que ça marche. 18-19 ans, la notion de potentiel peut continuer à ce que les Anglais continuent à nous acheter un certain nombre de joueurs formés en France. Après, sur des joueurs moyens, d'âge un peu plus avancé et moyens, enfin, pour des clubs moyens, ça va être beaucoup plus difficile de les vendre 15 millions, ça c'est clair. À propos de Christophe Galtier qu'on écoutait à l'instant, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas le voir a priori en Ligue des Champions la saison prochaine? On l'annonce peut-être à Nice, peut-être à Lyon, enfin c'est plutôt Nice visiblement. En tout cas pas à Lille. Moi j'avoue que je trouverais assez incompréhensible qu'il aille à Nice. Je ne comprendrais pas spécialement ce choix. Effectivement, il a la possibilité de jouer la Ligue des Champions avec l'OM, non pas avec l'OM justement, avec Lille, oui. Lyon, du coup il y aura pas la Ligue des Champions, mais il y a un potentiel. Il y a un projet peut-être à Nice qui est en train de se construire avec des moyens derrière. Je trouverais le choix sportif assez Galtier, c'est quand même quelqu'un de plutôt intelligent. Enfin, il a toujours fait des bons choix depuis le début de sa carrière. Je pense que s'il fait ce choix à Nice, c'est que derrière, il a quand même un discours qui doit lui plaire. Si c'est pas maintenant, c'est peut-être pour les saisons d'après. Ineos, on le voit dans d'autres sports, c'est des gens qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Donc faut peut-être. Moi, je fais confiance à Christophe Galtier. Je pense qu'il fait le choix de Nice et il y a quelque chose. Enfin, je pense il est quand même la carrière sportive l'intéresse, les choix. Enfin voilà, le résultat sportif l'intéresse. J'ai assez confiance dans les choix de Galtier. Tout le monde dit dans la presse que on lui offre le double de son salaire et que c'est ce qui expliquerait peut-être cela. Je connais pas Christophe Galtier personnellement, mais j'ose espérer que c'est absolument pas ça. C'est la seule chose qui l'anime en tout cas. Dans chaque article, il est écrit que le Nice lui offre le double de son salaire. Ça c'est bien écrit. Donc je pense que ça doit être j'en sais rien, mais en tout cas. Moi, je pense qu'il y a une dimension. Alors, je ne connais pas le choix de Christophe Galtier, il ne me l'a pas dit, donc je ne peux pas vous révéler quoi que ce soit là-dessus. Mais s'il part, effectivement, je pense qu'il ne négligera jamais l'aspect sportif. Donc, même si c'est Nice, c'est pas grave de ne pas faire une année la Ligue des Champions. Dans une carrière d'entraîneur ou de joueur, c'est pas grave du tout. L'important, c'est d'être dans un club durable et avec une capacité à faire des choses intéressantes dans les années qui viennent. Et ça, Nice peut l'avoir relativement rapidement parce qu'ils ont un actionnaire extrêmement fort, puissant, qui peut très très vite les porter à un tout autre niveau. Nice peut très bien faire une équipe pour être l'année prochaine dans les 4-5 premiers sans problème. Il faut toujours enlever les sans problème. Il n'y a pas de garantie, mais c'est tout à fait faisable. Après, ce que je pense surtout, connaissant Christophe Galtier, je pense que la dimension internationale est un petit peu... n'est pas très citée dans les motivations de Christophe. Et je suis persuadé que c'est un entraîneur qui a envie, qui a le potentiel, qui est un des rares entraîneurs français qui a le potentiel pour aller à l'étranger et qui a envie de ça. Parce qu'on parlait d'un intérêt de Naples. Oui. Italie. Et peut-être que dans ce cadre-là, Ineos a peut-être un intérêt, et représente peut-être pour Christophe Galtier un autre type d'intérêt de voir l'étranger ensuite, plus tard. Vous pensez à quoi? Non, je pense à rien, parce que Ineos n'a pas à part Lausanne, ils n'ont pas de club à l'étranger. Ils ont Lausanne et Nice pour l'instant. Donc on ne va pas dire qu'ils n'ont pas de club anglais ou autre. Mais malgré tout, ça ne vous a pas échappé que le propriétaire est anglais. Peut-être qu'il y a une dimension autre derrière que Christophe Galtier. Je suis sûr qu'un jour il ira à l'étranger, ça j'en suis persuadé. Ouais. Et donc, pourquoi pas en Angleterre? Et pourquoi pas en Angleterre? Enfin, on peut peut-être être déçu, en tout cas c'est mon cas, que Christophe Galtier, qui a fait un parcours en tout cas sportif avec Lille incontestable, extraordinaire, les propositions qu'il laisse sur la table, du coup, si c'est Nice, Naples, ça revient à un débat qu'on a eu ici, c'est la visibilité des entraîneurs français à l'étranger. Il a fait vraiment un parcours sportif assez impressionnant. Donc je m'interroge sur pourquoi il ne reçoit pas des offres plus intéressantes, plus importantes, de clubs plus prestigieux en France et à l'étranger. Encore une fois, il y a Lyon. Il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 10 des clubs mieux que Naples, par exemple. Il n'y en a pas non plus des
J'en sais rien, mais en tout cas, il pourrait être sollicité parce qu'il a encore une fois, il a fait un parcours sportif assez impressionnant, visible au niveau européen. Les propositions qu'il reçoit, quand j'entends Nice, place libre, peut-être aussi sur les clubs qui pourraient l'intéresser. Ouais. Financièrement, peut-être. Il y a que la Juve il y a la Juve peut-être. Mais bon, c'est un peu élevé. On va rejoindre maintenant un auditeur. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tu supportes le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu te préparais psychologiquement à cette issue du championnat hier soir ? Oui. Lille fait un beau champion, il faut dire bravo. Et voilà, moi je voyais pas comment Paris pouvait gagner le championnat avec 8 défaites. Maintenant, c'est vrai que on finit quand même avec juste un point d'écart. Donc voilà, faut malheureusement, c'est comme ça. Donc ce sont quoi les points perdus contre Nantes, à Lorient, qui ont manqué hier soir ? Contre Nantes, Lorient et surtout contre Rennes la semaine dernière. Contre Rennes la semaine dernière, Lille qui fait match nul. On aurait pu passer devant et hier soir on aurait pu fêter le 10e titre de champion. Mais bon, c'est comme ça. Avec la petite étoile sur le maillot. Je crois oui. Alors il y a un débat d'ailleurs là-dessus. Pendant longtemps, on s'était posé la question. J'avais lu ça que certains supporters du PSG et notamment les dirigeants voulaient pas mettre d'étoiles comme l'avaient fait beaucoup d'équipes. Mais bon. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, pour l'instant, on en est à 9. De toute façon, il n'y a pas. Benjamin Mauricio Pochettino a dit hier qu'il faudrait le juger sur une saison pleine en prenant en compte notamment une véritable préparation estivale avec des choix pendant le mercato. Quel est son bilan selon toi sur la deuxième partie de la saison ? Autrement dit, est-ce qu'il a mieux réussi qu'un certain Thomas Tuchel ? Elle est dure cette question. Non, moi, honnêtement, je suis déçu sur son rendement jusqu'à présent. Bon, il y a eu quelques coups d'éclat en Ligue des Champions, c'est vrai. Mais voilà, Tuchel a atteint la finale de la Ligue des Champions. Pochettino, la demi. Alors après, on a sorti le Bayern, on a sorti le Barça, mais non, je suis déçu. Pour moi, il aurait dû faire mieux avec l'équipe qu'il avait. Est-ce qu'il y a une patte Pochettino, Benjamin ? Je pense que c'est la question à l'autre, Benjamin. Ouais, bah écoute, alors, ouais. Oui, non, pardon, vas-y, pour être un auditeur fidèle, j'attendais justement l'avis de Benjamin Krief là-dessus. Je vais pas te parler de Tuchel, Thiago Silva et Cavani. Non, ça suffit. Ça suffit. Mais un petit mot sur le Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris Saint-Germain cette année a vu, et en tout cas contre City a compris, j'espère. Et c'est exactement ce qu'a dit Mbappé en fait au micro. On a compris, les supporters, les suiveurs du Paris Saint-Germain ont compris que finalement il faut se renforcer. Oui. Pardon, je vais terminer avec. Excuse-moi. Non, pardon. Non, je dis clairement, ils ont compris que l'effectif du Paris Saint-Germain n'est pas assez armé et n'est pas assez de qualité en nombre de joueurs pour maintenant mener de concert la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Avant, le Paris Saint-Germain arrivait à écraser la Ligue 1 et à faire son parcours en Ligue des Champions, alors parcours qui s'arrêtait beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va beaucoup plus loin et depuis l'année dernière en Ligue des Champions. Le sujet cette année, c'est que c'est trop de points en championnat également. Tu as cité Kylian Mbappé, il était avec nous. C'était hier au micro de Canal+. Mais je pense que les gens, ils ont vu, tout le monde a vu. Je pense que quand les gens voient, c'est plus facile ensuite de tirer des conclusions. Philippe Doucet, est-ce que vous aviez vos lunettes ? Qu'est-ce que vous avez vu hier et pendant toute cette saison du PSG ? Je crois que vous me demandiez ce que j'avais vu dans cette déclaration énigmatique de sens de la Kylian question. Mbappé. La première pour cette première analyse, quand j'entends ça, je me dis il a envie de passer un message fort. Que en gros on a vu que c'était pas une équipe comme il souhaite en avoir une autour de lui et que donc ça veut dire il s'en va ou ça veut dire qu'il faut lui amener une autre équipe autour de lui s'il veut continuer. Enfin je le comprends comme ça. Après vous me demandez quoi sur ce que j'ai vu le PSG cette année. J'ai vu une équipe qui il dit que tout le monde a vu ce qu'elle n'est pas donc. Oui. Moi, je considère, je vais être un peu brutal, je considère que c'est le PSG qu'on avait cette année, pour moi, c'est pas une équipe de foot. C'est une espèce d'agglomération. Je sais pas quelle est l'intention. Ce que je ne sais pas, c'est l'intention de la part des Qataris. Je pense que quelque part, ils ont une obsession et c'est pas celle qu'on croit.
Moi, je ne crois pas que l'obsession soit la Ligue des Champions. L'obsession, c'est la Coupe du Monde 2022. Et il faut qu'ils aient un maximum de stars, il faut qu'ils aient un maximum de gens formidables qui vont mettre en vedette comme ambassadeurs pour la Coupe du Monde 2022. C'est pour ça que je pense qu'ils vont sûrement essayer de recruter un gros calibre, un énorme nom. Il leur faut un énorme nom. Et je me demande si ce n'est pas plus important que d'avoir une bonne équipe pour eux, je pense. Et que du coup, ils acceptent quelque part de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe avec Bakker ou avec Dagba. Finalement, j'ai l'impression que c'est ça, parce que sinon, je ne comprends pas forcément la construction de cette équipe. Parce que pour moi, elle est incomplète, elle est incohérente. Il y a plein de recrutements qui ne ressemblent pas à quelque chose de haut niveau. Pour moi, des Danilo Pereira ou autres, je suis désolé, c'est un joueur que je connais depuis 10 ans. Pas une seule seconde, je pensais qu'un jour, il irait dans un très grand club aux moyens quasi illimités. Je vous taquine un peu, mais est-ce que le PSG, Nasser, ne devrait pas passer un coup de fil à Luis Campos? Mais encore une fois, tout dépend quel est leur objectif. Si leur objectif, c'est la Coupe du Monde 2022, je comprends tout de suite beaucoup mieux le PSG. C'est-à-dire qu'à la limite, Neymar, Mbappé, un côté un peu showbiz, un peu star, et puis il faut peut-être ajouter encore un ou deux plus un peu plus ronflant. Mais gagner quoi? Oui, Sergio Ramos, par exemple, bon, qui est très très fatigué, alors tant mieux, mais justement, c'est encore plus facile de le recruter aujourd'hui, il est très fatigué. Bon, et l'objectif, à ce moment-là, l'objectif n'est peut-être pas de gagner, finalement. C'est peut-être pas de gagner, j'en sais rien. On va regarder juste je sais pas, je me pose la question en direct, je ne sais pas. Je ne crois, en tout cas, l'équipe que j'ai vue du PSG cette année, si vous me dites qu'elle était faite pour gagner la Ligue des Champions, moi, je vais vous répondre que demi-finale, c'est formidable. C'est génial ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils étaient aux limites de se faire sortir au premier tour. Parce que, et très honnêtement, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc, ils étaient à la limite tout le temps. Donc, demi-finale, c'est un parcours exceptionnel. Et c'est une équipe qui a été beaucoup portée cette saison, peut-être plus encore que dans le passé par Kylian Mbappé. On le voit dans le visuel qui s'affiche et qui a été préparé par nos équipes. Et je salue Axel. Kylian Mbappé, meilleur buteur pour la 3e saison consécutive, 2021, 2020, 2019, 2020, 2021. Série inédite depuis un certain Jean-Pierre Papin entre 88 et 92. Ce qui m'a fait dire que c'était peut-être la raison pour laquelle le président Macron avait appelé Kylian Mbappé pour lui proposer de rejoindre Marseille. Ouais, c'était une bonne blague, ça. Ouais, je pense que c'était ma meilleure. Il a dit beaucoup rire. Vous n'y avez pas cru quand même. Mais je crois que McFall et Carlito non plus. Personne n'y a cru, mais il y a écrit Kylian non plus, je pense. Mais en tout cas, pour rebondir sur l'interview de Kylian Mbappé qu'on a entendu tout à l'heure, moi je pense qu'il a 100% raison. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, pour ne pas dire le. Je vois pas beaucoup de joueurs qui sont au-dessus de Kylian Mbappé aujourd'hui sur la saison entière. Bon, encore une fois, on en débattra, mais en tout cas, c'est l'un des tout meilleurs joueurs du monde. On a la chance de l'avoir dans le championnat français, on a la chance de l'avoir au PSG. Ce garçon, c'est l'idole français des 10 prochaines années du football. C'est un Parisien, c'est un Francilien, il joue au Paris Saint-Germain. Ça doit être le symbole du PSG. Et moi, non seulement ça ne me choque pas de l'entendre avoir ce discours-là hier de futur patron de l'équipe, et oui, il demande à ses dirigeants, soit je reste et vous construisez quelque chose de solide autour de moi parce que je veux gagner à titre individuel et à titre collectif, soit je m'en vais. Et je crois qu'il a 150% raison. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait déjà fait au trophée UNFP. À ce point... Le trophée UNFP, c'était encore plus fort. Non, mais là, cette fin de saison, il avait carrément dit à Paris ou ailleurs, un truc dans ce genre. Là, hier, j'ai l'impression qu'il avait dit, on voit, en fait, il est en train de dire, on voit que c'est moi le patron, en fait. Quand j'ai été en dents de scie, Paris est tombé. C'est vrai. Quand j'ai explosé, donc ça veut dire en gros, oui, bien sûr qu'il a raison. Est-ce que c'est justement une prise de parole de patron? Il avait demandé les clés de l'équipe, le leadership sur l'équipe la saison passée. Il l'a pas vraiment. Ouais, les joueurs, on sait que c'est un club où les joueurs ont beaucoup de pouvoir. Trop. Si j'en crois mon expérience des grands clubs, oui. Dans les grands clubs que je connais assez bien et de près et parfois un peu de l'intérieur. Et je n'ai jamais vu ça. À ce que disait hier Christophe Galtier. Ronaldo n'a jamais été patron au Real Madrid, jamais. Au micro de Mickaël Landreau, il lui disait quelles étaient en substance, quelles sont les règles de base de votre fonctionnement. Il lui disait premièrement, aucun joueur n'est au-dessus de l'équipe. Qui disait ça? Galtier hier. Sur Lille. Sur Lille. D'accord, il a peut-être pas géré Neymar, Mbappé. Mais même ça change rien. Ça change rien. Ça ne change rien. L'institution est au-dessus. L'institution est au-dessus des joueurs. C'est comme ça. Donc on gère Neymar, Mbappé comme on gère pas de la même manière. Selic. Mais non, mais le Milan AC a eu Van Basten, Gullit, le Real a eu Ronaldo, machin. C'était pas des stars moindres que Neymar ou Mbappé. Ils n'ont jamais été patrons nulle part. Ces joueurs-là. Aujourd'hui, ils n'ont pas été patrons.
Les joueurs ne peuvent pas être les patrons du club. Pourquoi ? Parce que l'institution est plus forte, le coach a plus de pouvoir. Mais c'est une nécessité, parce que sinon vous êtes à la merci du moindre mot de Kylian Mbappé, comme hier soir, le mot, vous écoutez, vous imaginez si les dirigeants du club sont obligés d'écouter ça en disant attention, le patron dit ça, il va falloir s'adapter. Non, c'était quand même drôle hier. Vous avez quand même Mbappé qui dit on va voir, et de l'autre côté, vous avez Nasser qui dit jamais de la vie va partir. C'est quand même, il y a un moment, ils sont même pas dans la même longueur. Attends, cette histoire de ils sont au-dessus de l'institution PSG et autres. La PSG, pas une institution assez forte, on l'entend ça depuis toujours d'ailleurs. Mais en fait, le PSG, ils sont bien, c'est bien un club en construction. Aujourd'hui, le PSG. En construction, après 10 ans de Qatari en construction. Aujourd'hui, le PSG n'est pas le Real Madrid. T'as pas échappé que c'est pas le Real, c'est pas la le même Barça. histoire. Qui est aussi en reconstruction. Mais c'est vrai de dire que l'institution PSG n'est pas aussi forte que le Real Madrid. C'est normal, il n'y a pas la même histoire, il n'y a pas les mêmes trophées, il n'y a pas la même. Alors dans ce cas, il y a pas tout ça. Mais donc, évidemment que quand tu fais venir. Il n'y a pas les mêmes propriétaires. Quand tu fais venir Neymar. D'un côté, c'est des socios, de l'autre côté, c'est un État. C'est légèrement différent. Est-ce qu'on peut pas accepter l'idée City, par exemple. Par exemple, mais City, ils ont mis du temps à se construire. City, là, ils viennent d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Ça fait 10 ans que les Émiratis sont arrivés. Une grande star de City. Quelle est la grande star de City ? City s'est construit sans grande star. La star, elle est sur le banc, City. Donc, mais il y en a combien avec Guardiola ? T'en as pas beaucoup des coachs comme Guardiola. Ce que je veux dire, c'est je finis mon idée. Écoutez l'auditeur, Benjamin. Je finis juste mon idée sur le PSG. Les stars viennent au Paris Saint-Germain pour aider le club à construire. Donc évidemment que Mbappé et Neymar, quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils sont pas comme si Neymar demain va ou Mbappé rejoint le Real Madrid. Il rejoint une institution. Or, il est à Paris pour faire devenir Paris une institution. Neymar vient au PSG pour être Ballon d'Or. Il vient pas pour aider le PSG. Oui, alors. Benjamin, on t'écoute. Ouais, juste un truc. Déjà, quand j'entends qu'à Manchester City, la star, elle est sur le banc, c'est Guardiola. Et, excusez-moi, mais vous avez oublié qu'ils ont Kevin De Bruyne quand même. C'est aujourd'hui un des meilleurs joueurs du monde. C'est lui le métronome de l'équipe. Mais c'est pas une grande star. Ouais, il fait pas de déclaration ambiguë toutes les 2 semaines au micro. On parle que du contrat. Kevin De Bruyne, il a une. Mais Kevin De Bruyne, là, tu confonds la personnalité. Bah oui, mais c'est ça. Neymar et De Bruyne, c'est sûr, c'est pas la même personnalité. Bah évidemment. Mais pour autant, en termes de rendement, De Bruyne, c'est quand même exceptionnel. Bien sûr. C'est lui et Mahrez qui nous sortent en demi-finale. Je suis désolé. Après, pour parler de Kylian Mbappé, alors. Kylian, effectivement, il est extraordinaire, il est exceptionnel. C'est un des meilleurs joueurs du monde, et si ce n'est que ça sera demain le meilleur joueur du monde. Mais aujourd'hui, il a des revendications, c'est vrai, et il a raison d'en avoir, et heureusement. Mais je suis désolé, il faut aussi. Mais est-ce qu'il a raison de les exprimer publiquement ? Bien sûr qu'il a raison. Est-ce qu'il a raison de les exprimer publiquement ? Il a raison. Ben non, je suis pas d'accord. C'est un moyen de mettre la pression. C'est que ça doit se jouer quand tu es dans une entreprise. Benjamin n'a pas fini sa phrase, je vous signale. C'est vrai, pardon, Benjamin. Oui. Je disais donc qu'il faut qu'il se remette lui avant tout en question, savoir aussi quand est-ce qu'il a été bon, quand est-ce qu'il a été bon. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus, Kylian, cette saison ? Et comment ça, qu'est-ce qu'il fasse de plus ? Bah déjà que sur le match de City, il avait qu'à faire mieux son boulot, mieux défendre, plus courir. Sauf que Benjamin, sauf que si tu joues contre City, c'est parce que Mbappé était là au tour d'avant aussi. Non mais d'accord, et alors ? Le but c'est que, mais d'accord, mais le but c'est qu'il nous emmène quand même jusqu'en finale. Mais il peut pas tout faire tout seul. Et c'est comme Neymar. Neymar, on lui tombe dessus après City, c'est le seul qui est là, personne ne bouge autour de lui. Bien évidemment, c'est une question d'équipe. Mais aujourd'hui, quand tu as des revendications, avant d'en avoir, sois irréprochable. Chose que sur le terrain, il n'a pas. Tu peux pas dire avec Kylian. Tu peux pas dire que cette saison, il n'a pas été irréprochable. Franchement, il y a rien à lui reprocher. Encore une fois contre Barcelone, il sort Barcelone tout seul. Il a été très bon. Au retour, en tout cas. Il a été très bon, d'accord, mais il n'a pas été irréprochable sur tous les matchs. Et notamment en championnat. Il n'a pas été irréprochable sur tous les matchs. Combien de fois on lui est tombé dessus ? Il y a même eu un moment donné où, quand en interview, il a dit oui, je suis français, il faut que je l'accepte parce que j'ai beaucoup de critiques, mais ça fait quand même mal. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on lui est tous tombés dessus. Mais il a quand même des stats exceptionnelles. C'est quasiment 30% des buts du PSG. Il est très intelligent, il maîtrise parfaitement sa communication. Il sait très bien qu'en prenant cette prise de parole publique, il met les dirigeants dans une situation assez délicate parce que lui, il aura le beau rôle quoi qu'il arrive. Parce que s'il reste au Paris Saint-Germain, il va dire c'est grâce à moi, on a construit une grande équipe autour de moi. Et s'il s'en va, dire voilà, le PSG n'avait pas assez d'ambition pour moi. Il a raison parce que je crois qu'il force une révolution que le PSG doit faire pour passer un cap en Ligue des Champions. On va terminer ce dossier. Oui, mais quand Nasser il dit jamais de la vie, c'est jamais de la vie. Ouais, mais ça c'est de la com aussi. Philippe Doucet, pour conclure sur le PSG. Non, mais je voulais finir comme Benjamin d'ailleurs sur la phrase du club. Si le PSG n'a pas l'intention, et je pense qu'ils n'ont pas l'intention de le laisser partir, ils ne le laisseront pas partir. Exactement. Qu'est-ce qu'ils partent en fin de contrat contre aucune indemnité ? Pourquoi pas ? Vous savez, pour des gens qui n'ont pas d'impératif financier, ce qui est quand même le cas d'un État,
très honnêtement, si les Qataris qui placent, ou l'ego est assez haut placé dans la gestion du PSG de la part des Qataris, on le voit depuis le début, l'ego est très très haut placé. Et d'ailleurs, les supporters, je vois, reprennent beaucoup reprennent beaucoup à travers cet ego, pas toujours bien placé à mon sens, pas très football par moment, et je trouve que les supporters du PSG parfois ont un peu le défaut d'épouser à 100% leur club, même quand le club va pas trop dans une dimension foot. Mais là, je parle pas du tout du cas Mbappé, je parle en général. Mais sur le cas Mbappé, typiquement, je pense que l'ego est un vecteur très important de la gestion du PSG par les Qatariens, pardon. Et donc, je pense que s'ils ont décidé de ne pas le laisser partir, ils ne le laisseront pas partir, quitte à ce qu'il soit libre l'année prochaine. Ça n'est pas un problème pour eux. Tragique. Surtout à un an de la Coupe du Monde au Qatar, comme vous dites. Oui, surtout un an de perdre sa pétache. Oui, mais prenons les choses autrement. Le PSG aujourd'hui est en position de force. Il a quand même un an de contrat. Au cours de l'année, il peut se passer des tas de choses. Des tas de choses. C'est-à-dire le Real, pendant ce temps-là, peut acheter Haaland. Il peut se passer X choses qui font que finalement, au cours de l'année, Mbappé se dit, bon, finalement, le PSG, je suis bien. Oui, je suis bien parce que ça va bien, parce que ça y est, j'ai été écouté, j'ai eu les 2-3 joueurs qu'il me fallait pour que ce soit vraiment une équipe de foot. Et puis là, je commence à m'amuser, puis finalement, c'est bien. Je re-signe au PSG. La Terre l'a dit d'ailleurs, qui allait avoir des moyens. Bien sûr. C'est bon, ils ont renouvelé Draxler, donc il n'y a pas de problème. 4 ans de Draxler. Ils ont doublé le salaire de Kurzawa. Et c'est un feuilleton qui va nous animer certainement tout l'été. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci quand même. Un mot maintenant sur Monaco. Troisième de ce classement, sur le podium. Un mot sur Monaco et évidemment sur Lyon, qui est un peu le cocu de cette fin de saison. Un mot sur cette équipe qui a eu des trous, qui a connu quelques bourrasques à l'automne, notamment. Alors j'avais noté qu'ils étaient, je crois, 12e lors de la 8e journée. Et puis, on va le voir sur un visuel, c'est l'équipe qui termine en tête sur la phase retour. Qu'est-ce que vous en dites de cette belle équipe emmené par Niko Kovac? Benjamin. Belle équipe. Je me rappelle moi d'un match du début de saison à Lyon, je crois, où ils en prennent 4. C'était catastrophique. Ils n'avaient pas compris les règles du jeu. Je sais pas, ils étaient la défense, c'était à la ligne de. Enfin, c'était une catastrophe. Ils se sont fait prendre dans le dos toute la mi-temps. Et à ce moment-là, franchement, je me disais, Kovac, c'est une catastrophe. Et il l'avait dit à ce moment-là, il avait raison. Il fallait le laisser bosser parce qu'il a réussi à trouver un équilibre dans cette équipe derrière, devant. Il a des choix qui sont assez effectivement originaux, de placer Ben Yedder sur le banc, qui rentre, qui sort. Il arrive, je crois, à créer quelque chose. J'ai lu pas mal de choses sur lui. Dans la gestion humaine, il paraît qu'il est très fort et j'ai l'impression qu'il y arrive. Qu'est-ce qu'il amène que n'ont pas amené Léo Jardim, Thierry Henry ou Moreno? Jardim, il avait eu des très bons résultats. Il amène un football. Il a amené une façon de jouer, il a amené un collectif, il a amené quelque chose qui est supérieur à ce que Jardim avait apporté. Jardim était un peu Bon, d'abord, il était très très sous influence de Campos, donc ça renforce votre thèse que c'est un génie. Il était énormément sous l'influence, c'était un peu politique, Jardim. Il manœuvrait un peu. Il faut que je fasse jouer un tel. Bon, je vais me débrouiller, je vais le faire jouer. Enfin bon, il était très politique. Kovac, ça n'a rien à voir, c'est un vrai entraîneur qui arrive avec ses idées, qui les impose, quitte à se prendre des volets, ce qui a pu arriver à un Guardiola, par exemple, quand il est arrivé en Angleterre. Ça lui est arrivé dans sa carrière, de temps en temps. Ça ne fonctionne pas parce qu'il est trop ambitieux, trop ceci, trop cela. Ok. Et puis après, il corrige, et puis il adapte, et puis il fait un superbe travail. Moi, très honnêtement, si on a eu une très belle saison de Ligue 1 cette année, c'est pas uniquement parce qu'il y a eu du suspense à la tête du championnat entre les 4 clubs qui ont été loin, qui ont fait un gros total de points. Parce que même Lyon a fait quelque part une bonne saison, un peu trop irrégulière, et malheureusement ça leur a coûté très cher à l'arrivée, mais malgré tout on a 4 équipes qui ont fait vraiment une très belle saison, et parmi ces 4 équipes, en qualité de football, honnêtement Monaco a montré le meilleur. Et ils ont apporté énormément à ce championnat par la qualité du jeu, parce que, excusez-moi, ça fait quelques années qu'on n'est plus très habitué à avoir des équipes qui jouent bien en France. Ça manque un peu de football de temps en temps. Et moi, j'ai été content que Kovac amène cette dimension-là, qui est importante. Et du coup, d'ailleurs, je trouve qu'il y a cette année, il y a eu même d'autres équipes qui ont apporté. Montpellier a apporté. Lens. Lorient a apporté. Metz, ça jouait bien. Metz a apporté. Angers. Bon, Metz dans un autre style. C'est un style de combattant, mais un style nécessaire aussi. Et finalement, vous arrivez à un championnat qui était beaucoup plus intéressant que d'habitude, mais pas seulement le suspense. Le suspense, ça peut arriver de temps en temps. C'était arrivé l'année de Nice,
quand il y avait 4 équipes, quand le PSG a perdu contre Monaco d'ailleurs. C'est l'année où Monaco était champion, je crois, où il y avait 4 équipes assez hautes aussi. Donc ça arrive, mais là on avait en plus des équipes de qualité, on a eu un jeu intéressant à suivre, on a eu des bons matchs et ça Kovacs, on doit une bonne partie. Jérémy, sur Kovacs et sur Lyon qui ne se qualifie pas pour une deuxième saison consécutive. On a beaucoup parlé de Galtier, mais je pense que Kovacs il a apporté énormément à Monaco. Quand il est arrivé, il a dit laissez-moi au moins 1 an pour installer, et on l'a vu que ça a fonctionné. Il a fait des choix sportifs, je reviens là-dessus, c'est vrai qu'il a pas mis des joueurs par leur nom, il a pas hésité à mettre des Diop, des Tchouaméni qu'on ne connaissait pas, il les a fait sortir un peu du banc, des Henrique souvent sur le banc aussi. Golovin sur le banc, Fabregas on l'a plus vu, enfin voilà, il a fait des choix forts, sportifs, et puis il s'est motivé. Jovetic, à chaque fois qu'il rentrait, il était bon, alors qu'avant il était un peu transparent. Donc je pense que c'est un meneur d'hommes et qu'il a apporté ça un peu, ce coaching, ce management, ce leadership à Monaco. Pour Lyon, c'est vrai que c'est un peu le dindon de la farce de ce championnat. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient aller en Ligue des Champions. Je pense que l'absence d'Aouar a fait mal. Galtier aussi a fait des choix un peu... Garcia a fait des choix devant... Aouar, il l'a mis sur le banc aussi, même quand il est revenu plusieurs fois. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une... Alors, en l'honneur de Philippe Doucet, j'avais préparé quelques stats. Presque une palette, mais non, quelques stats. Alors, il faut toujours citer ses sources. Alors, l'équipe nous rappelait ce matin, sous la plume de Vincent Duluc, que c'est la 6e saison consécutive que Rudy Garcia ne se qualifie pas pour une Ligue des Champions, de Rome à Lyon, en passant par Marseille. C'est aussi le premier entraîneur à finir hors du podium 2 saisons consécutives à Lyon. Il faut revenir à... C'est dur, ça. Ah bah oui, c'est la vérité. Depuis Bernard Lacombe en 1988, est-ce que pour autant Philippe Doucet c'est le principal responsable de cet échec? Il fait partie bien sûr de cet échec. Maintenant, il faut aussi avoir en tête qu'avec 76 points tous les ans, tu es dans le trio, largement. L'année dernière, tu aurais été 2e avec 76 points, sans aucun doute. J'ai peu de doutes là-dessus. Mais voilà, cette année, il y avait 3 adversaires de très haut niveau. Donc ça, c'est une partie quand même de l'explication. Et puis oui, on a bien senti d'ailleurs dans les mots de Garcia hier qu'il y a eu... il y a des choses qui n'ont pas collé, qui font que lui-même n'a pas pu travailler dans les meilleures conditions, qu'il n'a pas été... Avec Juninho, ouais, il n'a pas été si bien accepté que ça. Il y a eu un certain nombre de choses dont il apporte sûrement peut-être une part de culpabilité aussi, mais qui fait que globalement son bilan restera pas du tout catastrophique, parce que franchement, autant l'année dernière le championnat était vraiment raté, mais il était très très mal entamé par Silvino, mais il a été raté quand même, vraiment, même avec Garcia, vraiment jusqu'au bout, ils ont pas été dans le coup. Ils auraient sûrement fini européen. Ils n'auraient pas fini 7e, mais bon, malgré tout, ils étaient quand même très très loin des standards. Il y a eu un bon Final 8, et cette année, c'est décevant évidemment qu'ils ne soient pas dans les 3 premiers, parce qu'il y avait une exigence, notamment économique, importante. Bon, voilà, c'est pas le seul coupable, mais évidemment, il va endosser le costume, ça c'est sûr. Comme en plus, comme tout entraîneur qui est passé soit par Marseille, soit PSG, est forcément un nul parce qu'il a échoué. Vous savez, ça c'est un grand concept très français. Vous passez au PSG à Marseille, vous avez 2 défauts majeurs. Un, vous avez forcément échoué puisque vous avez été viré. C'est logique. Et deuxièmement, vous avez un très gros salaire. Donc c'est terminé, vous trouvez plus de club. C'est à Laurent Blanc là qu'on annonce. Et donc vous trouvez plus de club. Non mais il n'y a pas que lui. Vous regardez c'est une maladie française. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez même Paul Le Guen, qui n'était pas le plus prestigieux de tous, Paul Le Guen. À partir du moment où il est passé au PSG, ça a été terminé. Plus personne il avait même pas d'offre. J'en parlais à Paul de temps en temps, j'ai dit mais quand même, il y a des clubs qui t'appellent. Il me dit ouais, une fois Auxerre timidement m'a appelé, mais ils osent même pas. Ils osent même pas, ils se disent c'est mort quoi. Et puis je vais pas être populaire parce que j'ai pris un entraîneur qui a échoué au PSG ou à Marseille, donc c'est fini. Enfin, c'est très très bizarre, c'est un syndrome très bizarre. Je pense que Garcia, il n'y a qu'une porte de salut, c'est qu'il reparte à l'étranger et qui reprouve que c'est évidemment un très bon entraîneur, c'est un des meilleurs Français. C'est un des meilleurs Français, évidemment, mais tout le monde a complètement occulté. C'est une nullité, c'est terminé, voilà, ça c'est la France. Il y en a un qui est revenu de l'étranger avec un certain succès, je pense à Bruno Genesio. Rennes s'est qualifié c'est vrai. Qui était qualifié de Chevaux, c'est Derzakarian, pardon. Qui était qualifié de gros nul.
Aussi, tout le monde. Quand on termine justement par Marseille et Rennes. Donc Marseille avec deux tendances très différentes dans ces deux clubs. Marseille avec Sampaoli qui se qualifie pour la Ligue Europa, mais il était temps pour les Marseillais que la saison se termine. Et alors que les Bretons étaient sur une tendance, une dynamique un peu différente, avec de très bons résultats, ou en tout cas de bons résultats depuis le retour de Bruno Genesio. Un mot sur les deux clubs, Benjamin, et puis on passe ensuite sur Rennes et Marseille. Ouais, ou Marseille. Non, mais je vais rester cohérent avec le thème que tu avais avant. Saluons les coachs français, donnons-leur un peu de. Je rejoins ce que vous disiez, Philippe. Saluons un peu ces coachs-là qui sont raillés, et ça me rappelle le moment où Marseille s'est retrouvé sans coach. Et tous les coachs qui étaient ciblés, c'était des coachs à l'étranger. On dirait que les coachs ici sont pas bons, ils sont pas suffisamment bons. Tout à l'heure, tu as montré dans le diagramme, dans la paletas de Radio J, il y avait l'écusson de Lorient. Lorient, je trouve qu'ils ont un coach extraordinaire, Pélissier, qui a une idée de club, de jeu, de construction, de jeunes, de formation. C'est des coachs qui, je sais pas, ils sont sous-cotés. Il y a une institution pour le coup là-bas. Il y a une institution à Lorient, ouais. Oui, c'est. En termes de jeu. Mais ça veut dire quoi, institution alors? Non, je veux dire une tradition. C'est quoi le mot institution? Bah, t'as quand même. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Mais en tout cas, Pélissier, ça fait partie des coachs français. Donc Genesio, tu l'as dit, il est revenu de l'étranger. Il a réussi à l'étranger. Il a réussi là, avec Rennes, il a réussi à vraiment à changer la dynamique. Donc j'oppose ça à nos amis marseillais. Le recrutement de Sampaoli qui se passe pas si mal que ça finalement. Mais bon, moi en tout cas, je continue de penser que Marseille aurait pu prendre un coach français avec qui ils auraient reconstruit un vrai projet. Voilà, ça aurait semblé peut-être plus cohérent, mais bon. En tout cas, à court terme, c'est bien que l'OM fasse une Coupe d'Europe. C'est sûr. C'était important pour le club, contrairement à ce qui était dit avec un peu de mépris, genre l'Europa League. Oui, mais il faut la jouer, Philippe. Il vaut mieux la jouer. Mais il faut qu'il la joue. Il faut la jouer. La dernière fois qu'ils l'ont joué, ils ont quand même fait une finale. Avec Rudy Garcia, mais bon. Absolument. Mais non, pour revenir sur Rennes, je pense que la Ligue des Champions, ça a été difficile pour eux, digérer. Ils ont vendu l'un de leurs meilleurs joueurs à la vraiment fin de mercato, Rafinha. Et ça a été difficile pour eux de se reconstruire. C'est vrai que Mendy aussi. Il y a quelques déceptions aussi en termes de recrutement. Oui. Parmi les arrivées. Donc c'est vrai que c'est bon. J'espère que ça ne sera pas le chemin de Lille l'année prochaine. Après, pour revenir sur l'OM, on a vu quand même que le nouveau président Pablo Longoria, pas trop fan des entraîneurs français dans ses déclarations. On l'a vu. Il a quand même pas mal stigmatisé la formation française. Avec ses propos, on comprend tout de suite qu'il ne valait pas aller chercher un entraîneur français. Bon, je ne dis pas que c'est un bon ou un mauvais choix, mais c'était assez évident. Ouais. Mais si on va parler d'Europe maintenant. Messi golpea contra. Je vois que Philippe Doucet regarde le sommaire, il voit que nous sommes très en retard. Ce n'est pas grave, Doucet, ça arrive toutes les semaines. C'est plutôt habituel. Non, mais c'est le sommaire jusqu'à vendredi, non? C'est ça. Ouais. Vous êtes bloqué pendant 3 heures ici. Un mot sur Je voulais qu'on parle des différents championnats, mais on va plutôt se concentrer, puisqu'il nous reste peu de temps, sur les 2 finales européennes de la semaine. Celle d'abord de la Ligue Europa, Villarreal, Manchester United, puis celle de la Ligue des Champions. Philippe Doucet, un favori pour ces 2 finales? Les 2 Manchester vont être favoris parce que d'abord il y a évidemment un tropisme anglais très fort, donc on imagine que dans l'esprit des gens, Villarreal aura beaucoup de mal à battre Manchester United en finale de l'Europa League, même si à mon avis ils seront compétitifs. Il y aura un match, mais bon, on verra dans le détail. Et puis après, il y a la dernière sensation qui est que Chelsea paraît un petit peu en bout de course par rapport à Manchester City qui paraît éclatant. Maintenant, je me méfie beaucoup parce qu'une finale évidemment est très particulière, encore plus particulière quand c'est entre 2 équipes du même pays et que il suffit qu'il y ait un but ou un carton rouge et puis que ça bascule et le match n'a plus du tout la même tournure. Et puis dernière confrontation Chelsea-City, c'est Chelsea qui a gagné. Donc c'est vrai. Voilà, ça peut être une surprise. Et puis côté Europa League, on a le spécialiste des finales qui a gagné 3 d'affilée. Le roi de l'Europa League. Et puis ça serait assez marrant de voir Emery et Tuchel gagner une Coupe d'Europe cette année. Ça fera plaisir à Nasser. Benjamin, tu rigoles pas là. Je rigole. Non, je rigole. Non, mais je suis avocat, donc je suis du côté des faibles, des raillés, des laissés pour compte. Et donc je suis pour Emery et pour Tuchel parce qu'effectivement ils ont été jetés tous les deux comme des malpropres du Paris Saint-Germain. Et bravo à eux d'être en finale. Je pense qu'ils sont c'est une belle revanche. Donc bravo à Tuchel qui a vraiment rebondi hyper vite, qui a des super résultats à Chelsea. Il a des stats impressionnantes. Il est qualifié pour la Ligue des Champions. Et en Angleterre, il est vu comme un tacticien assez fin, et l'Angleterre je pense connaissent pas mal la tactique. Il est vraiment vu comme un tacticien hors pair en Angleterre. Voilà. C'est parce qu'en France quand même quand il est parti c'était le dernier des nazes. Donc voilà, donc je suis pour eux.
Emery et Tuchel. Voilà. Allez, on va terminer peut-être en musique cette fois. Ah. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. J'ai l'impression que Philippe Doucet n'est pas fan de Youssoupha sur le plan musical. Alors, c'est la première fois que je l'entends. C'est vrai ? Oui, je jure. J'ai complètement évité ce débat parce que... Vous avez évité les chaînes de télé, chaînes d'infos. Surtout les chaînes d'infos qui, en général, quand ils parlent de foot, c'est tellement affligeant qu'on n'a qu'une préoccupation, c'est de changer immédiatement de chaîne parce que dès que des politiciens parlent de foot, c'était affligeant. Est-ce que vous regrettez justement la politisation que ces derniers jours de l'équipe de France, enfin des enjeux autour de l'équipe de France ? Je regrette deux choses. Je regrette la politisation quand elle est faite aux dépens du sport, effectivement, de cette manière-là. Mais je regrette surtout que quand il y a besoin de politique, quand le sport a besoin de politique, en plus, non seulement ces gens qui osent parler avec des discours nauséabonds, débiles, d'une nullité crasse, ils osent parler de sport, alors que parallèlement, quand vraiment on a besoin de sport, on le laisse crever, comme l'année dernière avec le Covid et autres, où le foot a juste servi de marchepied pour dire « Ah, vous vous rendez compte, on arrête le foot ». Ça prouve bien que vraiment, on prend très au sérieux cette affaire de Covid. Non mais franchement, prendre le sport en otage était lamentable, minable. Et je trouve que le décalage entre le mépris qu'on a pour le sport dans la politique au long de l'année et quand tout d'un coup on vient sur la photo parce qu'il y a l'Euro qui arrive, c'est dégueulasse. C'est tout simplement dégueulasse. Sur le plan sportif, messieurs, comment vous voyez cette équipe de France ? Comment va-t-elle jouer avec le retour évidemment de Karim Benzema ? Benjamin ? On peut quand même saluer, là on peut s'arrêter 3 secondes là-dessus, c'est magnifique. Bravo à Deschamps parce que tout le monde pensait que Deschamps... c'était Youssoupha qui... bravo à Youssoupha, c'est bien la chanson aussi. mais en tout cas bravo à Deschamps parce que franchement je crois qu'on était pas mal à le penser, qu'il était assez têtu, borné sur cette idée, cette histoire. Et il a prouvé à tout le monde que finalement pas du tout. C'est bravo. Enfin Benzema, tout le monde avait envie de le voir là. Il fait une saison exceptionnelle. Il est au plus haut niveau. Il a l'expérience du plus haut niveau. Cette année, contrairement aux autres, Giroud était sur le banc toute l'année. Il avait plus cet argument de Giroud. Donc il était vraiment obligé de remplacer son numéro 9. C'est vrai, donc le meilleur numéro 9. Deschamps, il n'avait plus d'excuses. Mais Deschamps, quand il a ses joueurs qui jouent ou pas en club, ça l'empêche pas de les prendre quand même en équipe. Hein. Philippe Doucet, comment va jouer cette équipe de France, notamment en attaque pour conserver cet équilibre qui est cher à Didier Deschamps ? De toute façon, bien évidemment, Benzema, j'ai entendu des phrases hallucinantes sur le fait qu'il soit dans les 26, mais qu'il n'aurait pas peut-être été dans les 23. Mais non, mais Benzema, il est dans les 11. Non seulement il est dans les 11, mais il est évidemment la base de l'équipe que Deschamps va construire. C'est une évidence. Quand vous intégrez un joueur de ce niveau-là, enfin, tous les débats qui le comparent à Giroud sont complètement absurdes. Giroud a d'énormes mérites. Il a fait des choses formidables par rapport à son début de carrière, par rapport à d'où il venait, etc. Il a fait des choses formidables, mais ça n'est en rien comparable avec Benzema, qui est un authentique talent et qui peut emmener l'équipe de France dans un autre style. Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde, on n'a jamais été mené au score, ou presque. Quelques minutes, je crois, contre l'Argentine. Mais il n'est pas dit quand même qu'à l'Euro, comme à l'Euro 2000 par rapport à la Coupe du Monde 98, où tout d'un coup on a été challengé, tout d'un coup on s'est retrouvé mené au score, on s'est retrouvé à être obligé d'être beaucoup plus constructif et de bénéficier d'un Zidane au sommet, d'un Henry qui avait beaucoup grandi par rapport à 98. Moi je pense que c'est le même débat. C'est-à-dire que si on joue pareil qu'à la Coupe du Monde, on ne gagne pas. Parce qu'à la Coupe du Monde, on a été solide, ok, on a eu beaucoup de réussite, on a su marquer sur chaque occasion qu'on a eue, on a marqué un but. Bon, ok, mais ça n'existe pas à chaque fois, ça. Donc Deschamps a évidemment raison, il a besoin de Benzema pour construire une équipe qui soit capable de jouer dans toutes les circonstances et s'adapter à toutes les circonstances. S'il veut gagner, ça me paraît nécessaire. Évoluer pour continuer à gagner. Merci beaucoup Philippe Doucet d'avoir été avec nous dans Classico. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Classico, c'est déjà fini, mais vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur radioj.fr, mais aussi sur toutes les plateformes en vidéo sur le YouTube de la radio. Bonne semaine à tous, bon match et bonne finale. Tout de suite, la soirée continue sur Radio J avec messieurs Avner Azoulay pour le Festival Oriental. Lundi prochain, vous êtes venus, messieurs. C'est ma première. Merci beaucoup. Merci.